Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mercredi 13, oui je crois, 13 septembre, je crois que c'est ça. Et j'ouvre du coup ce nouveau vlog avec une nouvelle. J'ai le plaisir de vous annoncer que je ne suis pas prise en tant que lectrice Charleston. Alors voilà, je choisis évidemment de le dire de cette manière-là parce que bien sûr je suis très déçue, hein, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui m'animait, c'est quelque chose dont voilà, je voulais vraiment en fait vivre cette aventure-là. Ça fait rêver quand on le voit en tout cas sur les réseaux, j'ai des copines du coup qui le sont. Enfin qui l'ont été du coup à l'heure où je vous parle et qui ont vraiment donné envie de m'engager à fond. Donc forcément j'ai cette pointe de déception. Alors bon bah face à vous bien sûr je vais pas pleurer dans la caméra, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, peu grosse déception aujourd'hui parce qu'en fait du coup les lectrices ne sont pas encore... Ah bah voilà, c'est décidé de tomber. Voilà, comme quoi il n'y a rien qui va dans ma journée. Donc ouais, grosse déception. Et donc à l'heure où je vous parle, nous sommes mercredi. En fait les mails sont tous partis. Donc en gros voilà, on sait que nous ne sommes pas prises lorsqu'on n'a pas reçu le mail. Et les lectrices sont annoncées donc sur le réseau, enfin sur le compte Instagram je crois, des éditions Charleston vendredi, donc dans 2 jours nous saurons. Je souhaite une belle aventure en tout cas aux lectrices qui ont été choisies. Moi c'est vrai que c'est grosse déception, on va pas se mentir, et voilà, j'en dirai pas plus parce que c'est une vidéo qui est publique, mais très franchement, interprétez comme vous voulez ma petite moue, mais j'ai une petite moue. Je la fais pas bien mais ouais. Voilà, vous l'interprétez comme vous voulez, j'en dirai pas plus. Alors, vais-je réussir à finir cette séquence qui est catastrophique? Je vous disais, ironie du sort, j'ai un paquet des éditions Charleston dans ma boîte aux lettres. Alors du coup je sais ce que c'est parce que j'ai la chance d'être partenaire, d'avoir été, je ne sais pas du coup si nos partenariats sont reconduits ou pas. Mais en tout cas cette année j'ai eu la chance d'être partenaire du coup de Charleston, donc c'est très très bien, hein, bien sûr, je ne me plains absolument pas. Donc ce roman, sa thématique me tente beaucoup, donc c'est pour ça que je l'avais demandé, je me souviens, au catalogue. Alors je me dépêche avant que la nuit tombe. Donc nous allons ouvrir ça ensemble. Eh ben il est encore abîmé, hein. C'est le 3e livre des éditions Charleston que je reçois et qui est abîmé. Il s'agit du rêve de la couturière de Bianca Pizzorno. Là en fait, hein, au niveau de la 4e de couverture, il est abîmé. Mais bon, c'est pas grave. Donc au niveau du pitch, on suit à la fin du 19e siècle dans une petite ville italienne une couturière qui passe ses journées à coudre auprès des plus riches familles de la région. Son travail est simple et honnête, enseigné par sa grand-mère pour lui garantir sa liberté. Au cours de ses visites dans ce monde qui lui était jusqu'alors inconnu, elle découvre les secrets et scandales qui se cachent derrière les rideaux chatoyants de ses belles demeures et se prend à rêver, elle aussi, à une vie de liberté et d'amour. Mais dans une société encore corsetée par de vieilles conventions sociales, la jeune femme va devoir lutter pour conquérir son indépendance. C'est apparemment un conte moderne et féministe. Écoutez, ma foi, le pitch vraiment me tentait beaucoup, c'est pour ça que je l'avais demandé. Alors je suis très étonnée, mais il est court. Il fait 266 pages. Alors du coup, j'imagine qu'il y a les avis des lectrices. Nous allons lire ça ensemble. Ah, il y a ma copine Flora du coup du compte Mon Prochain Livre, une histoire pleine d'espoir, un hymne à l'émancipation féminine et un hommage au travail des couturières d'autrefois. C'est exactement ce que je recherche, du coup très contente. Mon autre copine, du coup Manon, les lectures de Manon, on ressent l'hommage touchant et sincère qu'a voulu rendre l'autrice à toutes ces femmes couturières de l'ombre. Parfait, encore une fois exactement ce que je cherche, donc top.
Marie livresque, une ode à la beauté des choses simples, à la grandeur de l'âme humaine qui se déploie au travers d'un travail méticuleux et passionné. Un roman qui se lit avec une facilité déconcertante. Il a l'air topissime, donc voilà, je suis vraiment très contente de ce roman qui du coup fait moins de 300 pages. Voilà, je sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire bien sûr, mais ça me tente bien, puis le fait que ce soit en Italie aussi, je trouve que ça change. Merci du coup aux éditions Charleston. Et encore une fois, ironie du sort, je vais vous parler d'un autre roman Charleston. Alors attention, quand je dis ironie du sort, enfin voilà, je le prends bien sûr comme ça, mais enfin ça va, je suis pas, j'en veux pas à Charleston, il n'y a pas de problème par rapport à tout ça. Je souhaite une belle année en tout cas aux lectrices qui ont été sélectionnées, enfin voilà, c'est juste que là forcément c'est le jour de la déception. Donc voilà. Donc j'ai terminé hier soir en plus Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. J'ai enlevé le marque-page. Et c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai trouvé qu'il était effectivement très visuel dans la plume. Et puis même l'histoire change de ce qu'on a l'habitude de lire, je trouve. Ce qu'on a l'habitude de voir. On est sur une thématique, au niveau de la thématique, on est sur la jet set à Malibu, les célébrités, on est dans les années 80, en même temps on fait des bonds dans le passé pour essayer un petit peu pour comprendre en fait comment s'est construit cette famille, comment s'est construit cette fratrie. Ils sont quatre enfants Riva, on a Nina, Jay, Kit et Hud, et en fait ils vivent vraiment comme si c'était un clan. Et de suite on comprend qu'ils sont extrêmement proches tous les quatre, et on retrace du coup au gré des chapitres, on retrace un petit peu l'histoire, le passé, leur histoire familiale si vous voulez. Leur père est un célèbre chanteur très connu, et leur mère, voilà, vous allez découvrir qui est June, etc. Et du coup au niveau de ce roman, tout tourne un petit peu autour d'un jour fatidique pour la fratrie Riva. Alors, je suis désolée, il y a le soleil qui tombe, donc la lumière aussi. La fratrie Riva, c'est le 27 août 1983. Et il y a une grande fête annuelle qui est organisée chez Nina. Fête évidemment où tous les excès sont un peu envisagés, possibles. Et donc là, au niveau de la thématique, comme je vous disais, on est sur du sexe, de l'alcool, drogue, soirée. Et en fait, c'est pendant cette soirée, bien sûr, que va y avoir tous les secrets qui vont être révélés. On imagine un peu le cocktail explosif dès le début, on sent d'ailleurs la tension. Ça monte petit à petit, tout au long de la journée. En fait, au fur et à mesure qu'on comprend, qu'on apprend l'histoire des Riva, on se doute que ça va péter en fait le 27 août 83. Et donc en fait pendant tout le long vraiment l'autrice réussit à nous mettre en tension, réussit vraiment à nous plonger dans cette ambiance. Encore une fois très visuelle, donc immersion complètement réussie. On est également dans le monde du surf parce que les quatre enfants Riva surfent. Ils sont quand même très doués, il faut dire ce qui est. Et Nina est une mannequin qui surfe aussi, mais d'abord un mannequin avant d'être surfeuse. Et donc j'ai beaucoup apprécié, vraiment très bonne lecture. C'est la première fois que je lis Taylor Jenkins Reid aussi, donc je découvre sa plume et j'aime beaucoup. Par contre, j'avoue, j'ai pas de coup de cœur parce que même si j'ai adoré, que le dénouement était waouh, enfin à la hauteur en fait de l'espérance, de la tension un petit peu à la hauteur de ce que l'autrice veut nous insuffler dès le début, j'ai quand même trouvé qu'il n'y avait pas l'effet waouh. Enfin, sur Bookstagram, ce livre a été tellement encensé, je vous jure. Apparemment c'est un chef-d'œuvre, etc. Bon, moi personnellement, j'ai pas trouvé que c'était un coup de cœur, voilà. Mais très bonne lecture, j'ai passé vraiment un super moment en compagnie de la fratrie, d'essayer de comprendre un petit peu leurs interactions familiales, leur histoire, les secrets, enfin tout est chouette. Il y avait des rebondissements qui intervenaient toujours au bon moment, donc ça c'était cool.
Après, bon, l'autrice s'est un peu attardée à mon sens parfois. Elle s'est attardée sur les invités de la fête et on se dit bah les invités ils vont avoir enfin il va y avoir quelque chose qui va se passer avec eux à la fin et puis au final oui il se passe quelque chose mais c'est un peu balayé, enfin c'est pas les personnages principaux finalement les invités, les personnages principaux de ce roman c'est vraiment la fratrie ainsi que le père en fait des 4 enfants. Voilà, à ce niveau là je me suis dit bah bof quand même. Enfin à part pour un petit peu expliquer ce qui se passe et pourquoi la fête dégénère, je vois pas l'intérêt de mentionner les invités en fait. Je sais pas, moi je trouvais que c'était très bien mais voilà sur certains aspects je me suis dit mais en fait elle aurait pu faire un vrai chef-d'œuvre et c'est vrai que j'ai vu passer ce terme sur les avis Bookstar. Il y a pas mal de personnes qui ont dit mais c'est un chef-d'œuvre, c'est génial et tout. Je pense qu'elle l'aurait pu s'il avait été un peu plus court en fait. Bon, c'est mon avis personnel, mais franchement très très bonne lecture. Effectivement pour l'été il passe très bien, en plus bah, là je l'ai lu quand il faisait super chaud donc j'ai été dans l'ambiance et tout. Vraiment je vous le conseille et je sais qu'elle a écrit d'autres romans, je sais, je dois les lire, je sais aussi. Je pense apprécier notamment Les 7 maris d'Evelyn Hugo qui... attendez, elle a écrit quoi? Daisy Jones and the Six, Les 7 maris et quoi d'autre? Non, ouais, aux éditions Charleston du coup il n'y a que Daisy Jones. Également donc ce roman va être passé, c'est pas français, va être est en cours d'adaptation en série télé et je pense qu'en série télé ce sera génial, vraiment. Pour le coup, encore une fois, c'est très très visuel au niveau de la plume, des ambiances. On a un pitch qui est parfait en fait pour une série, donc ouais, je pense que ça va être chouette, à voir. J'ai pas encore d'ailleurs regardé l'adaptation, ce que je vous disais dans mon dernier vlog, regarder l'adaptation des Fleurs sauvages de Honey Ringland qui passe normalement sur, enfin en ce moment là, sur Amazon Prime. Je sais que je dois la regarder. Donc ça c'est ma lecture tout juste terminée d'hier soir et je vais commencer Miss Elisa. Je vous avais fait l'unboxing, enfin c'est un service presse hein, du coup, je précise, une collaboration commerciale non rémunérée, je vais y arriver, avec les éditions Hervé Chopin qui m'avaient gentiment envoyé ce roman. Je vous disais aussi dans le dernier vlog que Annabelle Abbs, j'ai déjà lu La fille de Joyce et j'avais adoré la plume, je l'ai trouvée tellement envoûtante. Et bon, l'histoire de La fille de Joyce est vraiment, voilà, c'est difficile. Mais là, on n'est pas du tout sur les mêmes thématiques. On est vraiment sur la thématique d'un recueil de... n'importe quoi. Si, un recueil de recettes de cuisine qui va être écrit par une jeune femme qui s'appelle Elisa et qui est issue, il me semble, voilà, de la bourgeoisie anglaise à Londres en 1835. Elle n'a jamais cuisiné de sa vie. Mais voilà, elle va se lancer dans l'écriture de ce manuel et j'imagine qu'il va y avoir peut-être des personnes qui vont graviter autour d'elle, qui vont l'aider, qui vont faire la cuisine pour elle, etc. Donc je vous avoue qu'il me tentait vraiment bien, il me tente beaucoup, j'en attends beaucoup. Et bien sûr, voilà, je fais passer aussi en priorité parce que c'est un service presse, que ça me paraît normal d'honorer un petit peu mes services presse, mais vraiment voilà, j'en attends beaucoup, je l'ai pas encore commencé donc je vais le faire ce soir. Voilà pour du coup tout ce que... oui c'est bon. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire et écoutez ma foi, je vous retrouve plus tard pour vous faire du coup normalement un update lecture sur Miss Elisa. Et coucou, regardez, j'ai fait mon bullet journal pour le mois d'octobre. Je voulais le partager avec vous, ça vous fait, je pense, peut-être ça vous donne des idées ou alors, bon, voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, je vous partage ça. Je suis assez contente, assez fière de ma thématique choisie, des couleurs, etc. On est parti donc sur les citrouilles pour ce mois d'octobre.
quelque chose d'assez hivernal en prévision. J'espère en tout cas que octobre sera au niveau des températures un peu plus bas que septembre. Il y a des citrouilles partout. Voilà. Je suis assez contente. Franchement, ça rend hyper bien, je trouve. Et du coup, les stickers, je les achète chez Action. Il y avait du coup voilà, ce modèle-là. Je les ai achetés il y a un petit moment maintenant. Ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois. Voilà pour mon bullet journal du coup du mois d'octobre. Donc à chaque fois, je mets toujours les mêmes informations, un calendrier vue globale où après je peux noter par jour si j'ai des... Voilà, surtout pour les week-ends, ça me permet de m'organiser. Et ensuite, je mets ici du coup un tracking, ça me permet juste de répertorier si vous voulez, je mets le nom le titre du livre que je compte lire et ensuite bah, du coup je note si j'ai fait la chronique, si j'ai fait la photo, si je l'ai posté. Mon planning de lecture, il est comme ça. C'est une vue que j'avais pris du bullet journal de Madame Chachali, Angie. Voilà, elle fait comme ça en fait et je trouvais, elle fait ces 2 pages d'ailleurs il me semble, j'avais pris aussi son idée, mais franchement c'est hyper utile je trouve. J'aime beaucoup cette vue là, je la trouve très pratique, ça me correspond parfaitement. Je fais ça depuis l'année dernière et je trouve que mon bullet journal me correspond parfaitement. Elle fait pareil, un tracking au niveau du calendrier pour les réseaux sociaux, Instagram et YouTube. Donc voilà, je mets à gauche quand est-ce que j'ai envie de poster quel type de photos et pareil pour mes vidéos à droite. Ça me permet de visualiser, de programmer en fait si vous voulez un petit peu mes posts, mon contenu. Alors la plupart du temps ça me permet juste de faire un point, je respecte pas forcément ce que je marque mais ça me fait un petit récap quand même et ça me rebooste à chaque fois. Et voilà, après samedi et dimanche pour moi ça va ensemble à chaque fois. Et après je mets du coup je fais une to-do list où là vraiment c'est les tâches de la semaine. Voilà, ça donne ça du coup. Et bonjour, nous sommes aujourd'hui lundi. La déception par rapport aux séquences précédentes est passée, hein, bien sûr. Je souhaite une excellente année à toutes les lectrices Charleston qui ont été donc choisies pour cette année 2024. Comme d'hab, voilà, ça me tenait quand même à cœur de vous en parler, hein, de vous parler de ma déception bien sûr. Maintenant j'espère en tout cas rester partenaire des éditions Charleston cette année. La boule bouge parce qu'il y a Auguste qui vient de monter dedans, voilà. Et je suis tout à fait nature peinture, mais écoutez ma foi, le lundi c'est télétravail et surtout c'est grosses journées à chaque fois. Donc voilà, là j'avais mal aux yeux, j'ai mis des lunettes. Bref, vous avez l'habitude de ce vlog complètement qui part un petit peu en cacahuète, mais bon. Voilà. Donc veuillez excuser ma tête qui n'est pas très présentable. Mais ma foi, y a des jours comme ça où juste j'ai pas le temps en fait. Juste quand je suis en télétravail, je me dis bon bah tant pis Marie pour le maquillage, etc. Et souvent l'avantage du télétravail c'est que je débauche, je peux directement vous prendre, ce qui n'est évidemment pas le cas en présentiel. Enfin je peux, mais voilà, c'est toujours un peu plus d'organisation, etc. Je viens pour vous faire un update lecture. J'ai terminé, alors je sais plus, je crois pas. Je crois que je vous l'ai pas dit dans la séquence précédente, mais voilà, j'étais au niveau de ma lecture en cours, j'ai été sur Miss Elisa à ce moment-là de Annabelle Habs, que je venais juste de commencer, il me semble, au moment où je vous ai parlé. Et je l'ai terminé ce week-end. Hier soir pour être très précise. Voilà, aujourd'hui on est lundi, on commence une nouvelle semaine, etc. Et j'ai beaucoup apprécié ce roman.
Alors, j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait, je l'ai trouvé très immersif. Comme vous le voyez au niveau de la couverture, on est sur la thématique de la cuisine, des bons petits plats, des recettes, etc. On va suivre en fait Miss Eliza donc Acton, qui est une jeune bourgeoise, est-ce que je peux dire ça, bourgeoise, aristo. Elle est issue d'une famille donc, où le père est désargenté. Et elle se lance en fait dans l'écriture d'un livre de cuisine où il y a, voilà, qui répertorie énormément de recettes de cuisine. On est à Londres en Angleterre, donc en 1835. Et Miss Eliza Acton fait un peu office de féministe pour l'époque parce que clairement, quoi, une femme de ce rang-là, écrire en fait déjà ne serait-ce qu'un livre ou quoi que ce soit, c'est déjà quelque chose d'incroyable, très très avant-gardiste. Pour elle, enfin pour son milieu, évidemment, il faut qu'elle fasse un beau mariage. Mais Eliza n'est pas de cet avis. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que elle va décider d'écrire ce livre. On la suit en fait pendant tout le roman, mais on suit surtout, on suit deux personnages en fait. On suit Eliza et sa détermination, ce refus des conventions, etc. On suit tout un tas de secrets qu'elle a. On sait qu'elle a vécu en France. Il y a quelque chose en fait qu'elle cache. Et en parallèle, on alterne en fait au niveau des chapitres. On suit un coup Eliza et un coup Anne. Anne qui va finalement, qui est issue d'une famille extrêmement pauvre, hein, on est dans un dénuement absolu. Et en fait, elle va on va lui attribuer justement comme place, elle va devenir aide cuisinière d'Eliza. Les deux vont donc se retrouver dans un petit cottage qui va devenir une sorte de pension. Ce sera le moyen pour Eliza et sa mère, donc vu qu'Eliza n'est pas mariée, elle est encore un peu sous le joug hein, de ses parents. Eliza et sa mère vont donc accueillir des pensionnaires et Eliza va donc se lancer dans cette écriture de ce fameux livre de recettes et va vouloir tester tout un tas de recettes. Elle va être aidée donc d'Anne. Anne qui rêve de devenir cuisinière, donc pour elle c'est le Graal, enfin vous voyez ce que je veux dire. On va suivre un petit peu la famille, enfin beaucoup même, c'est une grosse part du roman, la famille de Anne. Elle a un père, enfin voilà, elle est issue d'une famille extrêmement pauvre où sa mère est malade, atteinte de démence ou d'Alzheimer. Et son père est un ivrogne, donc forcément, vous en doutez, il va y avoir des scènes mais extrêmement difficiles dans ce roman. C'est vraiment pas un roman, au vu de la thématique de la cuisine, on s'attend à quelque chose de gourmand, d'intéressant, etc. C'est le cas, hein, on a cette thématique-là qui est vraiment présente. Mais par contre, je vous avoue que voilà, au niveau des histoires familiales, c'est assez dramatique, surtout du côté d'Anne. On comprend un petit peu du coup la société anglaise à l'époque, que finalement on voit clairement hein, l'inégalité entre les classes sociales, etc. Et on a la terrible réalité finalement de ce qu'était la vie dans les campagnes à l'époque, donc dans les années 1830. Et en même temps on suit Anne, Eliza, leur relation, cette passion commune qu'elles ont pour la cuisine, la création de recettes et cette volonté à tout prix de vouloir essayer de découvrir de nouvelles saveurs, d'agrémenter, de créer des nouvelles recettes, la création pure et dure. Enfin, c'était vraiment incroyable à suivre. J'ai beaucoup aimé en fait ces deux personnages. Elles sont différentes, mais en même temps, on sent qu'il y a une espèce d'amitié comme ça, et une connexion profonde entre elles deux, une relation qui se développe au fur et à mesure et qui est vraiment vraiment touchante. Donc c'était une lecture émouvante. Oula, émouvante et tout se casse la gueule. Donc lecture émouvante et une ambiance assez particulière. Mais moi ce que j'adore par-dessus tout dans ce roman, ça a été la plume d'Annabel Abbs est incroyable. Alors j'avais déjà lu de cette autrice La fille de Joyce. La fille de Joyce qui, si vous voulez retracer un peu l'histoire de la fille de l'écrivain, je sais pas si c'est écrivain ou dramaturge irlandais James Joyce,
voilà, qui a eu un destin très très compliqué. Enfin, vous allez découvrir si vous lisez voilà, La fille de Joyce. Et je m'attendais du coup à quelque chose d'un peu similaire, hein, une sorte d'événement extrêmement dramatique avec des personnages quand même très touchés, très marqués par la vie. Ben, c'est le cas, hein, c'est vraiment le cas dans ce roman. Donc très clairement, moi j'ai adoré, je l'ai lu très très rapidement. J'ai trouvé que la plume avait ce petit côté addictif. Et au-delà de ça, on y est hein, en termes de recettes de cuisine, d'épices, d'ingrédients. On est vraiment en immersion complète. Mais du coup, pour contrebalancer, on a ces destins de femmes assez dramatiques. Alors, Miss Elisa avec ses secrets et Anne avec ses histoires de famille qui finalement se transforment aussi en secret à un moment donné, vous allez comprendre si vous lisez. Mais vraiment, très très bonne découverte. Je pense même que je l'ai préférée à La fille de Joyce. Très clairement, j'ai trouvé que les personnages de Anne et d'Elisa étaient, je sais pas, un peu plus travaillés. C'est la force, hein, je pense, des romans d'Annabel Abbs, c'est qu'elle a des personnages qui sont d'une complexité absolument incroyable, parce qu'on visualise complètement, on comprend en fait à quel point les personnages sont complexes. Mais en même temps, elle arrive à nous embarquer, c'est difficile, il y a des scènes vraiment dures, et en même temps, je sais pas, on s'attache à leur histoire. C'était fou. Alors, c'est pas un coup de cœur parce que même si j'ai adoré la thématique de la cuisine, bon, au bout d'un moment, j'avoue que quand il y avait des listes d'ingrédients, etc., je passais un petit peu. Mais après, c'est vrai que si vous êtes complètement fan de cuisine, de pâtisserie, etc., vous allez adorer ce roman, il est génial. J'ai beaucoup aimé, voilà, c'est une très très bonne lecture, j'ai passé un super moment malgré les sujets qui sont pas faciles, mais je l'ai trouvé très très réussi et comme je vous l'ai dit, je l'ai préféré en fait, je l'ai vraiment préféré à La fille de Joyce, que pourtant j'avais adoré aussi, hein, je me souviens encore de ma chronique de La fille de Joyce parce que je me souviens voilà, avoir essayé de mettre un peu de poésie dans ma chronique. Et c'est vrai que je trouve que les romans d'Annabel Abbs le méritent aussi. Ils méritent en fait qu'on distille comme ça un petit peu de poésie dans les chroniques. Enfin je sais pas, je trouve que ça prête en fait, ça se prête totalement. Donc il est sorti en poche s'il vous tente. Et moi du coup je remercie grandement les éditions Hervé Chopin pour l'envoi de ce roman parce que excellente découverte. Pour ma part, vraiment très très bonne lecture, j'ai été complètement embarquée. Voilà, même si effectivement le sujet de la cuisine est quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément, mais je sais pas, j'ai vraiment été complètement embarquée dedans. Voilà, maintenant il me reste plus que Frieda à lire de cette autrice, et je crois que j'aurais lu les 3 romans qui sont parus en français. Je crois qu'elle en a que 3, donc oui, vu que Miss Elisa est sortie en poche il n'y a pas très longtemps, il me semble qu'il n'y en a que 3. Donc Frieda. Maintenant, franchement, je suis hyper curieuse de découvrir Frieda parce que vu que j'ai aimé les deux, je me dis celui-là, ça va être génial aussi. Donc voilà pour mon retour de lecture sur Miss Elisa. Franchement, pépite. C'est une pépite. Et donc je vais bientôt là, juste après, commencer L'appel des colombes de Martha Hall Kelly, donc aux éditions Charleston, qui m'avait envoyé Charleston. C'est un énorme pavé, une énorme bricasse, donc voilà. Mais Martha Hall Kelly, pareil, je fonce désormais les yeux fermés parce que clairement j'ai tellement aimé le lilas, ne refleurit qu'après un hiver rigoureux et le tournesol suit toujours la lumière du soleil, que celui-ci franchement je fonce, voilà, je fonce, il n'y a pas d'autre mot. J'ai un tout petit peu commencé entre midi et 2 pour vous dire à quel point je suis overbookée en ce moment. J'ai lu 10 pages. Je me suis dit ouais, je vais lire un peu plus et tout, puis au final j'ai pas eu le temps. Donc voilà, je vais m'y mettre là de suite. On suit 2 femmes. On est à la fois à Paris en 1940 où on suit un petit peu Arlette et Josie qui sont espionnes et elles se font arrêter par la Gestapo puis déportées au camp de Ravensbrück, et après on les suit 10 ans plus tard où cette fois-ci en fait elles ont survécu au camp toutes les deux
Et on a Josie qui traque les fugitifs nazis à travers le monde et Arlette, elle qui tente de retrouver son fils disparu. Et après le destin va les réunir pour une mission, arrêter le médecin qui a pratiqué d'innommables expériences sur leur famille à Ravensbrück. Et effectivement, le roman commence, on en est en 1952. Je pense qu'il va y avoir pas mal de flashbacks, etc. Voilà, il va y avoir des alternances passé-présent tout au long du roman. Mais en tout cas, il m'est tenté beaucoup. Enfin, je pense que vous l'avez vu lors de la réception. Donc, du coup, je me plonge dans celui-ci. On est encore sur un roman historique. Et je pense que le mois de septembre, ce sera pur roman historique parce que juste après celui-là, j'ai une lecture commune. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'elle a été décalée à octobre? Je sais plus. Mais je crois que c'est ça. Je crois que juste après, j'ai encore une lecture commune roman historique. Mais bon, ma foi, j'ai envie de vous dire, c'est un peu mon genre de prédilection, mon genre favori. Donc je suis trop contente. Dans tous les cas, c'est génial. C'est quel genre de pot de colle ça? Regarde Timmy. Regardez-moi ça. Elle est vraiment sur moi quoi. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer, nous sommes aujourd'hui vendredi 22 septembre. J'ai une tête absolument dégueulasse, mais j'ai eu une semaine extrêmement chargée. Je viens de voir donc le roi Charles en visite à Bordeaux avec Camilla. J'ai vu également j'ai vu les deux en fait. Et voilà, j'ai un peu encore les étoiles dans les yeux. Ils ont fait un petit passage express dans l'après-midi à Bordeaux et c'était vraiment très chouette de le voir en vrai. Il a pris du temps, il a fait un bain de foule improvisé à côté de la frégate là où j'attendais. J'avais en fait, si vous voulez, je travaillais à Quai des Chartrons, enfin je pense que vous l'avez vu, au hangar 14. J'avais un événement professionnel et je me suis dit, vu que l'événement se termine à 13h15 et des poussières, j'ai mangé et ensuite je suis directement allée à la frégate pour le voir. Et génial. Ensuite j'ai essayé un petit peu d'aller le voir place de la Bourse, etc. mais c'était complètement bouché. J'ai juste vu quand il est reparti. Mais vraiment super expérience. Donc je vous mets les images de suite. Après du coup je n'ai pas filmé mais voilà, je me suis placée à côté. De toute manière il fallait que je rejoigne pour les Bordelais, donc porte de Bourgogne, parce que il y avait plus de tram, hein. Il y avait interruption des trams, des transports entre 13h et 15h40 je crois, quelque chose comme ça. Et c'était voilà pile poil, je savais le moment où en plus on devait rentrer du salon. Donc ça tombait bien, autant aller voir le roi, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ils avaient interrompu vraiment tous les transports le long des quais. Et comme le salon est au nord et que j'habite plein sud de Bordeaux, vous vous en doutez, c'est mon chemin. Donc je me suis placée sur le côté, à côté de la place de la Bourse, et je les ai vus repartir. Alors j'ai pas filmé, mais voilà, c'était assez sympa parce que chacun ils sont partis dans deux voitures différentes et ils avaient la vitre baissée, ils saluaient la foule. Donc ça, je trouve ça, voilà, enfin, c'était chouette en fait. Ça n'apporte pas grand chose à ma vie, mais juste je me suis dit en fait que j'allais regretter si je ne le faisais pas. Donc je vous avoue que j'en ai profité un maximum. Et donc là je suis rentrée et je suis éclatée parce que j'ai marché je ne sais combien de temps, enfin ouais, depuis le hangar 14 jusqu'à Port de Bourgogne. J'ai piétiné, enfin ça a été voilà,
sacrée journée quand même. Là, je sais pas quelle heure il est, 18 h, un truc comme ça. Donc je viens de rentrer, je me suis posée, je suis en train de lire, boire ma tisane. Voilà. Voilà, du coup je crois que je vous l'avais dit, mais ma lecture en cours c'est L'appel des colombes de Martha Hall-Kelly, où en fait on suit le destin de deux femmes. On est à la fois à Paris en 1940 mais également à Paris en 1952 et c'est pas Las Vegas, au Texas la même année en 1952. On suit, si vous voulez, deux personnages, Arlette et Josie. Donc en gros elles sont, on les connaît sous le nom des Colombes d'Or pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Elles sont embarquées dans un réseau de résistants et elles vont être déportées, donc c'est vraiment noté là dans la 4e de couverture, elles vont être déportées au camp de Ravensbrück. Et on les suit donc 10 ans plus tard, en 1952. C'est vraiment le début du roman en fait, hein. Donc là j'en suis page 229. Mais pendant plus de 200 pages, on les suit pas du tout au camp. On les suit vraiment quand on est en 1952. Donc en fait on devine un petit peu les conséquences, si vous voulez, qu'ont eu les camps et même leur réseau de résistance. On le devine, voilà, à demi-mot. J'ai eu un peu de mal, hein, je dois vous avouer, avec la première partie. Donc là, on va dire avec les 200 premières pages, parce que je trouvais que c'était un peu décousu. Ça méritait des flashbacks, en fait, parce que je trouvais qu'on était beaucoup trop en 1952 et qu'on essayait de grappiller des infos pour comprendre, mais je vous avoue que c'était un peu décousu, beaucoup surtout de discussions qui m'ont vraiment perturbée. Et qui à mon sens n'avait pas trop d'utilité. Donc là vraiment ça y est, je repars, je suis contente. Je vous dis, à partir de la page 200, quelque chose comme ça, là, 190, c'est reparti et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. Mais dommage vraiment pour ces 200 premières pages. Il en fait quand même 600 et des patates, hein, donc c'est gros. Peut-être que l'autrice a voulu justement poser le décor, mais je trouve ça un petit peu dommage, ouais, un peu plus de 600. Et voilà. Bon, désolé, c'est le bazar complet, mais j'ai envie de vous dire, voilà la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'aujourd'hui nous sommes vendredi et que donc je suis éclatée de ma semaine. Je me suis fait une petite tisane là pour pouvoir lire. Je suis éclatée de ma semaine, puis mes vagabondages en Bordeaux Centre, pareil, ça a fini de m'achever je pense. Et demain je récupère ma voiture qui donc, comme je vous l'ai dit, était au garage. Donc demain je vais encore me lever tôt pour prendre un train, aller à Périgueux. Enfin bon bref, c'est toujours... voilà, ça s'enchaîne. En ce moment, j'ai l'impression de vivre une vie à 1000 à l'heure. C'est intéressant parce que du coup, je fais plein de trucs. Mais d'un autre côté, je me dis, ok, on va se calmer, se poser un petit peu. Sachant que le week-end prochain, on a prévu, alors cette fois-ci de longue date, on a prévu un week-end à l'Île-Dieu. Donc je dois vous avouer que on enchaîne. On essaye de tenir le rythme, mais vraiment cette première semaine a été... cette première, non c'est pas une première, mais cette semaine a été fatigante. Beauté. Ça va, beauté? Retour à la réalité. J'ai 4,5 kg sur moi. Mais c'est que de l'amour, c'est que de l'affection. Hein? Elle sait qu'elle est filmée, alors du coup, voilà. Elle tourne la tête. Et rebonjour, on se retrouve avec ma tête complètement explosée du samedi soir. Voilà, on va faire vite sur cette séquence parce que clairement je suis tellement pas présentable et je suis fatiguée mais à un point pas possible. Ce matin j'ai fait l'aller-retour,
Je suis allée récupérer donc ma voiture à côté de Périgueux en train et ensuite du coup je suis rentrée sur Bordeaux avec. Elle a encore un souci, tout va bien, enfin c'est la catastrophe. Donc je vous reviens parce que j'ai trêve de blabla parce que franchement je pense que ça vous intéresse absolument pas ma vie. Donc dans le train j'ai bien avancé sur l'appel des colombes, même hier soir j'ai envie de vous dire. J'en suis page 424 sur 665. Donc j'espère voilà le terminer soit ce soir soit demain. J'y crois. En tout cas là je vais me reposer tout le week-end parce que c'est juste pas possible. Je suis à un niveau de fatigue assez élevé. Je vous reviens parce que j'ai reçu un colis et un colis que j'attendais depuis vraiment super longtemps. C'est un colis qui me vient des éditions HarperCollins. Je l'ai reçu dans le cadre d'une masse critique Babelio privilégiée. Les masses critiques Babelio, je pense que vous voyez ce que c'est à peu près. Faut s'inscrire donc sur ce réseau social qui est Babelio, qui répertorie si vous voulez un petit peu vos lectures et vous permet de mettre si vous l'avez lu, si vous êtes en cours de lecture, si vous l'avez terminé, etc. Faire des stats. Avoir un catalogue en fait de vos lectures. Ils organisent des masses critiques, donc on a un jour ou une heure, je sais plus, un jour pour pouvoir sélectionner les titres qui nous intéressent et les recevoir gratuitement en échange d'une critique sous 30 jours après réception. Et il y a des masses critiques privilégiées où cette fois-ci en fait c'est tout simplement une personne de Babelio qui vous contacte. Donc moi typiquement ça a été le cas pour ce roman. Alors je reçois régulièrement des demandes de masses critiques privilégiées. Il y en avait une, j'avais hésité, mais voilà, la plupart je les refuse parce que je trouve qu'elles sont pas trop... Enfin les livres proposés sont pas trop mon genre littéraire de prédilection, enfin voilà, c'est pas trop ma came quoi. Et je suis désolée, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Mais celui-ci, vraiment, j'ai été trop contente quand j'ai reçu la demande du coup pour cette masse critique. Trêve de blabla, je vais ouvrir, je vais vous présenter le roman. Mais je pense que vous l'avez clairement vu passer sur toutes les stories récemment. Il y a eu HarperCollins a envoyé en fait un coffret avec leur nouvelle collection. Donc je pense que vous voyez de quel roman il s'agit. Mais bon, trêve de blabla, je vais l'ouvrir du coup avec vous. Enfin, je l'ouvre et puis vous regardez, hein, ça se passe toujours comme ça. Et je suis évidemment super contente, vous vous en doutez, quand donc j'ai vu, il est abîmé. Décidément, franchement, les livres que je reçois, ils sont toujours abîmés. C'est passionnant. Donc voilà, il s'agit du nouveau... je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, c'est la réédition, je pense, d'une saga de Anne Jacobs. Donc Anne Jacobs qui est l'autrice de La Villa aux étoffes que j'adore, vous le savez. Et quand du coup j'ai reçu cette demande, voilà, enfin c'est pas une demande, mais cette proposition masse critique privilégiée, j'étais mais comme une folle sur mon téléphone et tout, j'ai fait des captures d'écran, je l'ai envoyé à mes copines, j'ai fait regardez, on me propose ça, mais c'est génial et tout. Donc après les masses critiques privilégiées, ça fonctionne exactement pareil que des masses critiques. C'est-à-dire que si vous voulez, il faut ensuite postuler au livre. On vous propose un livre en fait et vous devez quand même voilà, postuler pour savoir si vous êtes pris ou pas. Par contre, je sais pas si on est systématiquement pris ou pas aux masses critiques privilégiées. Aucune idée, bon bref. Mais en tout cas j'étais tellement contente de cette proposition, je vous jure, j'étais comme une folle. Et du coup très contente de le recevoir. Et c'est vrai qu'il a mis un petit peu de temps à arriver parce que je pense que HarperCollins voilà, a privilégié l'envoi des box avec leurs deux nouveaux romans du coup de cette nouvelle collection au gré du monde avant l'envoi des masses critiques. Enfin bon, c'est pas grave, le tout c'est qu'il est là, c'est que je vais pouvoir le lire et donc je suis tellement contente. Je suis comme une dingue, trop contente. Et donc nouvelle saga en fait, hein. Donc Anne Jacobs sous le pseudonyme de Marie Lamballe. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une réédition, mais je suis pas sûre, je sais pas. Est-ce que c'est pas noté à l'intérieur?
Ah non, c'est pas du tout, non, c'est pas une réédition, c'est une édition française. Voilà, mais rien à voir, rien à voir. Ok, donc au niveau du résumé, si je peux vous faire vite fait un petit résumé, on est en Allemagne en 1945 et on suit la jeune Hilde qui, lorsque la guerre est finie, va reprendre, si vous voulez, le café Engel, qui est, je sais plus comment ça se prononce en allemand. Je n'ai absolument pas fait d'allemand, donc ça ne va pas m'aider. Donc Hilde rêve de redonner à l'entreprise familiale le prestige qu'elle avait autrefois quand ce café Vraiment, je sais pas parler. Quand ce café emblématique de la région réunissait artistes et personnalités influentes. Pour cela, elle ne peut compter que sur elle-même et sur sa mère, son père et ses frères, n'étant pas revenus du front français. Grâce au marché noir florissant, elle parvient à rouvrir le café et les clients affluent. Des soldats américains, comme des voilà, je sais pas, ceux qui ont réussi à garder leur possession pendant la guerre comme ceux qui ont tout perdu. Contre toute attente, le père de Hilde est libéré et rentre chez lui, mais à peine retrouvé, la joie est de courte durée. Maintenant que son père est de retour, Hilde est reléguée à un rôle de serveuse. Et lorsqu'une belle jeune femme réfugiée de Prusse orientale se présente au café comme sa cousine Luisa, oui c'est ce qui est noté, Luisa, c'est le cœur de tous les habitants de l'immeuble et de ceux qui fréquentent le café que la nouvelle venue va conquérir, y compris celui de l'amour de jeunesse de Hilde. Roman choral passionnant dans lequel se croisent au café Engel une foule de personnages tous plus attachants les uns que les autres. En fait c'est ça, c'est vraiment une saga familiale si vous voulez, mais le décor ça va être donc ce fameux café. Et on va suivre du coup comme personnage principal Hilde. Donc j'ai vraiment tellement hâte de le lire. Je pense que voilà, je vais le lire en tout cas très bientôt, vu que j'ai 30 jours pour pour publier ma chronique. Donc je sais pas, ah mais non, si je sais. Donc là, je vais terminer l'appel des colombes, parce qu'il me reste, comme je vous l'ai dit, 200 pages, je pense, à peu près. Donc ça, j'espère le terminer demain. Ensuite, lundi, je commence une lecture commune. Et après, je pense que je vais enchaîner avec Café Engel, vu la deadline. Voilà pour le programme de mes lectures. Je suis désolée, je suis vraiment fatiguée aujourd'hui, mais bon, je me suis dit c'est dommage, autant vous prendre, etc. Je retourne à ma petite soupe, à ma lecture, et puis je vous reprends plus tard. Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui lundi 25 septembre et je reviens pour clôturer ce vlog. Je reviens du coup pour clôturer ce vlog. Je voulais ouvrir avec vous un colis que je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres. Et alors, en fait, je sais pas du tout ce que c'est. Alors, je pense que ce sont du coup les éditions Charleston, mais je suis hyper étonnée de recevoir ça super tôt. Donc, nous allons ouvrir ça ensemble. Et ensuite, je vous donnerai mon avis final sur l'appel des colombes de Martha Hall Kelly que j'ai terminé entre midi et 2. C'est parti. Oh, si. Yeah. Ah si, je suis trop contente. Ah bah ouais, dis donc. C'est arrivé super tôt. C'est trop bien. Donc, il s'agit... Je regarde s'il est abîmé. Ouais. Mais oui, mais ils sont tous abîmés, hein, décidément. Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain. C'est un roman du coup effectivement que j'avais demandé au catalogue octobre-novembre, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était ça le catalogue. Et si vous voulez, j'ai lu de l'autrice l'hiver, alors pas l'hiver dernier mais l'hiver d'avant. J'aime bien en fait à chaque fois vers Noël, enfin du moins en décembre, lire un peu une sorte de romance de Noël. Vous devez entendre Auguste, vous inquiétez pas, il est pas maltraité, il miaule beaucoup. Donc j'avais lu de l'autrice de Sophie Jomain, les étoiles brillent plus fort en hiver, qui avait été une super découverte. Vraiment j'avais adoré les étoiles, ça se passait dans les galeries Haussmann, je me souviens plus, qui sont un peu l'équivalent des galeries Lafayette et tout, et c'était une vraie romance de Noël. Et celui-ci du coup me tentait beaucoup lors de sa sortie brochée. Donc voilà, lorsque j'ai vu qu'il était sur le catalogue sortie poche prévu pour le, je vais vous dire, parce qu'en plus j'ai de suite avec moi les sorties littéraires
Et je l'ai pas noté. Je l'ai pas noté. Ok, donc sortie prévue pour le 10 octobre prochain. Donc au moment où vous regarderez ce vlog, il n'est pas encore sorti vu que j'aimerais bien voilà, vous sortir le vlog pour demain. Et alors au niveau du résumé. Bienvenue au refuge du Perce-Neige. Venez découvrir la magie de notre ferme pédagogique en plein cœur du massif du Mont Blanc. On suit Lia. Lia, il y a pas un problème, parce qu'il y a 2 i là. C'est ça? Ah oui, c'est ça. Lia, Josserand et son père qui sont très fiers de ce refuge dans lequel les rennes sont élevées en liberté dans des pâturages verdoyants. Les fins de mois sont difficiles, mais jamais ils n'abandonneraient leurs animaux et encore moins pour les vendre au chef étoilé qui voudrait les mettre à sa carte. Je vous en dis pas plus au niveau du résumé, mais franchement, voilà, je connais la plume de l'autrice, j'avais adoré, comme je vous disais, son précédent, enfin c'est pas ça, bon, son roman sur la thématique de Noël, là, Les Étoiles. Donc celui-ci me tentait beaucoup. Je me dis que il faut qu'il y ait une moto qui passe à ce moment-là, sinon c'est pas drôle. Donc je me dis que ce sera parfait pour la période. Cette couverture tellement noëlesque, trop bien. Donc je suis ravie. Merci aux éditions Charleston. Le meilleur roman de Noël que j'ai pu lire jusqu'ici. L'histoire est magique et m'a mis le sourire aux lèvres. J'en suis ressortie des étoiles plein des yeux ressourcés. En vrai, moi à chaque fois, je vous dis, chaque année, il faut que je me trouve une petite... c'est pas forcément une romance de Noël, mais un roman doudou pour Noël. Typiquement, l'année dernière, j'avais lu Noël au Café du Bonheur, qui était la suite de Rendez-vous au Café du Bonheur. L'année d'avant, j'avais lu donc Les Étoiles. Et celui-ci, c'est sûr, il fera partie de ma pile à lire pour le mois de décembre. Ça, vous pouvez être sûr à 100%. Il a l'air trop bien. Donc merci beaucoup aux éditions Charleston pour l'envoi de ce roman. Je vais vous faire mon retour de lecture sur L'Appel des Colombes avant de vous laisser. Je l'ai terminé là entre midi et 2 et je peux vous dire que c'est une lecture juste bouleversante, poignante. Il y a beaucoup de thématiques, je trouve, qui sont abordées dans ce roman. On suit l'histoire de Josie et Arlette. Alors je sais pas trop qui est qui là, mais je pense que ça c'est Arlette et ça c'est Josie. En vrai je sais pas trop, mais on les suit, du coup on est sur un roman choral où les chapitres sont dédiés soit, sont narrés soit en fonction de Arlette, soit en fonction de Josie, donc à la première personne du singulier. Et à la fois on fait plusieurs bonds dans le passé. On les suit quand elles sont au camp de Ravensbrück, lorsqu'elles arrivent en 1944 jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elles sortent des camps. Le roman commence, on est en 1952. Donc voilà, vous voyez, on a pas mal de temporalités qui sont différentes. Et en plus, le fait d'alterner en fonction des personnages, je peux vous dire qu'au début, on est un peu perdu. Et moi, je crois que je vous l'avais dit, j'ai eu beaucoup de mal avec les 200 premières pages. Vraiment, les 200 premières pages, je me suis dit où on va. Je retrouve un peu la plume de Martha Olkely, que j'ai adorée du coup dans 2 autres de ses romans. Mais c'est fouillis, c'est bazar, elle m'a pas habituée à ça. Et une fois les 200 premières pages passées, j'ai adhéré complètement. Par contre, la fin, voilà, on va dire les 100 dernières pages, je me suis dit bon, ça traîne un petit peu en longueur. Donc, pas de coup de cœur, je pense que vous l'aurez compris. Très bonne lecture, malgré les sujets, mais pas de coup de cœur. Parce que effectivement au niveau des thématiques, nous sommes quand même sur la thématique de l'espionnage. Josie travaille pour les renseignements américains. On les suit, je vous dis, la majeure partie du roman, on est en 1952 et on alterne aussi en fonction des lieux, on voyage pas mal, on est à la fois à Paris, à la fois en Guyane, on est aussi à Fort Bliss, El Paso. Aux États-Unis, on est également en Italie, enfin on voyage pas mal, mais vraiment les 2 personnages principaux, c'est donc Arlette et Josie. On se rend compte qu'elles sont petit à petit, on s'en rend pas compte de suite, mais petit à petit on sait de toute façon dans la 4e de couverture elles ont fait partie pendant la Seconde Guerre mondiale d'un réseau de résistance et qu'elles ont travaillé ensemble du coup pour fournir tout un tas de renseignements
à la résistance française dans les années 1940. Donc je crois qu'elles ont commencé en 42, quelque chose comme ça. Elles ont été arrêtées du coup et déportées en 44. Et donc on comprend en fait au fil des pages ce qui a provoqué leur arrestation, bien sûr, quelles ont été leurs motivations profondes. Et on ne peut que saluer bien sûr ce travail-là aussi, cette force de caractère que toutes les deux elles avaient. Enfin moi j'ai été vraiment admirative et je me suis beaucoup attachée à elles deux. Alors je me suis beaucoup plus attachée à Josie qu'à Arlette. Bon, on en parlera après des aspects négatifs de ce que j'ai moins apprécié dans le roman, mais je vous avoue que franchement au niveau des thématiques c'était hyper intéressant d'avoir justement cette partie espionnage, cette partie camp de concentration qui est quand même très difficile à lire, hein, on va pas se le cacher, c'est jamais des moments agréables. On a également une partie sur tout ce qui va être expérimentation, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça, expérimentation médicale, expérience, ouais, je sais pas, médicale, on a également l'après Seconde Guerre mondiale avec notamment les jugements ou pas des médecins nazis et de tous les commanditaires en fait nazis après la chute du Reich. Et c'est hyper intéressant en fait justement parce que j'ai appris beaucoup de choses, des choses que je ne savais pas du tout. Enfin voilà, je ne peux pas vous dévoiler l'intrigue, mais il y a des choses que je ne savais absolument pas sur justement toutes ces expériences médicales, ces expérimentations, etc. absolument atroces qu'ont fait les nazis pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Alors je connaissais les lapins. C'est vrai que c'est aussi, ça a été une des thématiques du Lilas, ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, le premier roman en fait de l'autrice. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'il y a des... Enfin marrant, si on veut, parce qu'il y a des liens qui sont faits avec certains personnages du Lilas. Donc en fait si vous n'avez pas lu le Lilas, moi je vous conseille de commencer par le Lilas et après de lire celui-ci parce que voilà, vous allez voir qu'il y a des... liens, il y a certains personnages qu'on retrouve dans l'Appel des Colombes, alors c'est pas les personnages principaux, quoique si, il y a certains personnages qu'on retrouve voilà, dans ce roman l'Appel des Colombes et qui sont en fait partie intégrante du Lilas. Et je vous avoue que ça c'était aussi très plaisant je trouve, donc c'est pas une suite en soi, ça peut se lire tout à fait indépendamment, mais je pense que pour s'imprégner vraiment de ce roman, je pense que c'est mieux quand même de lire le Lilas parce que dans le Lilas on a la partie camp de concentration et les mots sont super mal choisis, je suis désolée, mais la partie camp de concentration est beaucoup plus développée en fait dans le Lilas que dans celui-ci. Dans celui-ci la thématique principale c'est quand même l'espionnage avec ce réseau, les colombes d'or, donc Arlette et Josie. On a voilà, toute la partie aussi post Seconde Guerre mondiale. Les camps, c'est aussi un sujet, mais c'est pas un sujet qui est très... c'est pas énormément développé en fait. La partie camp de concentration est vraiment là pour expliquer le passif des deux personnages et c'est pas forcément... Enfin, on sent que Martha Hall-Kelly n'a pas voulu trop rentrer dans les détails et dévoiler un petit peu toute l'horreur des camps, même si elle le fait, mais... Enfin, vous avez compris. Je suis vraiment désolée parce que c'est un petit peu décousu. Donc voilà, pour tous les aspects positifs, toutes les thématiques qu'aborde ce roman, l'espionnage, les camps, ces destins de femmes qui se sont engagées, femmes engagées pour la résistance, les réseaux de résistance, etc. Et c'est parti expérimentation médicale. Par contre, moi c'est vrai que c'est pas mon préféré de Martha Hall-Kelly. Justement j'ai trouvé que à certains moments c'était un peu édulcoré. J'ai trouvé que le personnage notamment de Arlette, alors moi je me suis beaucoup attachée à Josie qui pour le coup travaille en 1952 pour les renseignements américains, donc c'est vrai que son personnage est quand même vachement développé. Et Arlette est un petit peu en retrait. Alors Arlette effectivement suite à son passage au camp, elle perd son fils, donc elle est toujours en 52 à la recherche de son fils, elle est prête à tout franchement pour le retrouver. Elle se retrouve tout de suite dès les 200 premières pages, voilà, envoyée en Guyane, enfin vous allez, si vous lisez vous comprendrez un petit peu pourquoi, comment, et à la recherche du coup de son fils.
mais je sais pas. Le personnage d'Arlette, à mon sens, je l'ai trouvé trop lisse, trop doux, alors que, enfin, elle a quand même subi des atrocités. Elle a eu un passif qui est assez touchant et bouleversant. Et en fait, je sais pas, dans son comportement, sa façon de voir les choses, dans son caractère, c'était trop lisse. J'ai eu l'impression que Martha O'Kelly, en fait, mettait ce personnage d'Arlette, et vraiment je tique hein, sur ce personnage-là, j'ai eu l'impression que ça ne servait que à l'histoire, qu'en gros le personnage, par mon sens, n'était pas assez travaillé, vous voyez ce que je veux dire? Je sais plus du tout ce que je vous disais parce que j'ai été interrompue, mais très très bonne lecture malgré ces thématiques qui sont vraiment difficiles. Enfin, il y a des choses, franchement, accrochez-vous. De toute façon, pour lire du Martha O'Kelly, il faut quand même être dans un bon état d'esprit, entre guillemets. Enfin, faut pas être déprimé par l'humanité parce que vraiment, il se passe... c'est assez poignant, hein. On se rend compte un petit peu de toutes les horreurs de la guerre et il y a des passages qui sont vraiment difficiles. Après, pour moi, ça reste des romans quand même nécessaires, ne serait-ce que pour justement la mémoire, le souvenir, le devoir de mémoire. C'est très important finalement de lire ce genre de roman, même si, voilà, mon aspect négatif ressort. Pour moi, Arlette est trop lisse, c'est un peu édulcoré. Mais je ne peux que vous conseiller en tout cas de lire cette autrice et notamment Le Lilas. Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, il est bouleversant quoi. Après celui-ci était vraiment très bien aussi, hein. J'ai été horrifiée tout au long de ma lecture, mais il m'a permis vraiment d'en apprendre davantage sur justement les réseaux de résistance, l'espionnage aussi, et puis même tout le côté post-Seconde Guerre mondiale. Justement, voir à quel point finalement, même quand on revenait des camps, on n'avait pas tant de considération que ça. Enfin, c'était fou. Enfin, moi, c'est vrai que je savais que bon, j'avais quand même des notions voilà, historiques sur certaines choses, sur les expérimentations aussi médicales, ce genre de choses, mais je pensais pas que ça avait cette ampleur-là en fait. Je me suis dit, ça reste quand même anecdotique entre guillemets. Et même aussi la considération des personnes qui sont revenues de camps de concentration, enfin rien que ça, on se dit mais attends, tu es en train de minimiser quelque chose qui est juste atroce, quelque chose que l'humain a fait de pire en fait. Et donc voilà, il y a pas mal de passages qui sont très bouleversants, très révoltants, et donc c'est quand même des lectures nécessaires à mon sens. Voilà, à lire quand même quand on est à peu près bien dans sa tête. Je vais clôturer du coup mon vlog ici. J'espère que vous avez pu avoir pas mal de titres. Et je suis désolée, à chaque fois mes vlogs sont super longs et je peux pas trop raccourcir. Après j'ai pas le temps de les monter, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous prenez toujours un peu de plaisir, j'espère, à me suivre. Moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye.